Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. La nuit où ma confiance en mon mari a volé en mille éclats. Il pensait avoir raccroché, mais j'ai tout entendu. Pas le murmure d'une maîtresse, aucun amant secret. À la place, une voix froide, parlant affaires, celle d'un tueur à gages. La terreur glaciale qui s'est installée dans mes os ne m'a jamais quitté depuis. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier? Je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer d'ouvrir mon cœur. Je m'appelle Hélène, et à 73 ans, je pensais tout savoir de l'homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 51 ans. J'avais tort, terriblement tort, et cette erreur a failli me coûter la vie. C'était un mardi de novembre, la pluie battait contre les fenêtres de notre appartement à Belleville. Les bruits familiers de Paris résonnaient en bas, les klaxons, les sirènes lointaines, le sifflement des freins de bus, mais à l'intérieur de notre 3 pièces exiguës, le silence était devenu mon compagnon de tous les instants. Le genre de silence qui crie plus fort que n'importe quelle dispute. Je me tenais dans notre cuisine démodée, le lino froid sous mes chaussons, préparant le thé du soir de Gérard. Un Earl Grey, de sucre, sans lait, comme je le faisais depuis des décennies. Mes mains bougeaient automatiquement, la mémoire musculaire me guidant dans ce rituel nocturne, tandis que mon esprit vagabondait vers la réunion du club de lecture que j'avais encore manqué. Gérard avait promis de m'y conduire. Une autre promesse non tenue à ajouter à la montagne de déception. La tasse de thé, notre service de mariage, maintenant ébréchée et délavée, semblait lourde dans mes doigts arthritiques. Je la nettoyais quand le téléphone de Gérard a sonné. Il était dans le salon, les pieds sur son fauteuil inclinable, la lueur bleue de la télévision peignant son visage buriné. Je l'ai entendu répondre avec son habituel et bourru « Ouais, c'est là que tout a changé ». Je rinçais la soucoupe quand j'ai entendu un nom qui a glacé mon sang. « Simon », a dit Gérard, sa voix baissant jusqu'à un murmure que je ne lui avais jamais entendu. Pas le murmure tendre qu'il avait utilisé lors de notre lune de miel à Deauville toutes ces années auparavant. Celui-ci était différent, dangereux. La soucoupe a glissé de mes mains, mais je l'ai rattrapée juste avant qu'elle ne touche le sol. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que Gérard l'entendrait depuis la pièce voisine. Mais il était trop absorbé par sa conversation pour remarquer quoi que ce soit. Je me suis approchée furtivement de l'embrasure de la cuisine, le souffle court, chaque pas délibéré et silencieux. Le parquet qui grinçait habituellement sous mon poids semblait comprendre la gravité de ce moment. Même l'immeuble retenait son souffle. « Mardi prochain », disait Gérard. « Fais en sorte que ça ressemble à un accident. Elle a de l'argent, des actions, des bitcoins que son frère lui a laissés. Ça vaut probablement des millions. J'ai besoin d'accéder à ses comptes. Le monde a basculé. Mes jambes sont devenues cotonneuses. Et je me suis agrippée si fort au cadre de la porte que mes jointures sont devenues blanches. Il parlait de moi, de ma mort, de la petite fortune que mon frère Thomas m'avait laissée à son décès il y a 2 ans, l'héritage pour lequel Gérard me harcelait depuis. Elle ne se doute de rien, a-t-il continué. Cette idiote pense que je me soucie vraiment de son club de lecture et de son petit passe-temps de jardinage. Mardi, quand elle fera sa promenade matinale au parc près des quais de Seine. Tu connais l'endroit, là où il y a souvent du brouillard. Pousse-la dedans, assure-toi qu'elle ne puisse pas remonter. Je ne pouvais plus respirer. 51 ans de mariage, et voilà où nous en étions arrivés. Pas l'infidélité, le meurtre. L'homme à qui j'avais confié ma vie planifiait littéralement de me la prendre. Mais ensuite, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé encore plus. Gérard ne parlait pas à n'importe qui. Ce Simon, il connaissait des détails sur ma routine, sur l'héritage, sur l'endroit où je gardais mes documents financiers. Il planifiait cela depuis des semaines, peut-être des mois. « Les enfants ne savent rien », a dit Gérard. Michel pense que son vieux père essaie juste de pousser maman à être plus sociable. Ma fille Sophie croit que sa mère devient sénile. Ils ne remettront pas en question une noyade accidentelle. Mes enfants. Mes propres enfants étaient les complices involontaires du plan de leur père pour tuer leur mère. J'ai reculé de l'embrasure de la porte sur des jambes tremblantes, mon cœur martelant mes côtes. Dans la cuisine,
Je me suis agrippée au comptoir et j'ai essayé de donner un sens à ce que je venais d'entendre. L'homme qui avait promis de m'aimer et de me chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare travaillait activement pour que cette mort vienne plus tôt que prévu. La conversation a duré encore un quart d'heure. J'ai écouté Gérard discuter du paiement. 50 000 € prélevés sur mes propres comptes pour payer mon meurtre. L'ironie amère ne m'a pas échappé. Il allait utiliser mon argent pour me faire tuer afin de pouvoir hériter du reste. Quand Gérard a finalement raccroché, j'ai entendu ses pas lourds se diriger vers la cuisine. Paniquée, j'ai attrapé un torchon et j'ai commencé à essuyer le comptoir déjà propre, essayant d'avoir l'air normal, essayant de cacher la terreur qui devait certainement se lire sur mon visage. « Le thé est prêt ?» a-t-il demandé, sa voix désinvolte, comme s'il n'avait pas passé 20 minutes à planifier ma mort. Presque, ai-je réussi à murmurer, la voix rauque de larmes non versées. Il est venu derrière moi, et j'ai tressailli quand ses mains ont touché mes épaules. Des mains qui m'avaient autrefois réconfortée me semblaient maintenant des instruments de mort. « Ça va, Hélène ? Tu as l'air nerveuse. »« Juste fatiguée, » ai-je menti, me forçant à ne pas me dégager. La journée a été longue. Il a grogné et est retourné à son fauteuil, me laissant seule avec cette connaissance dévastatrice qui allait tout changer. J'ai fini de préparer son thé avec des mains tremblantes, je l'ai posé sur le plateau télé à côté de lui, et je me suis excusée pour aller dans la chambre. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à fixer le plafond, écoutant le ronflement paisible de Gérard à côté de moi. Comment pouvait-il dormir si profondément après avoir planifié mon meurtre? Comment avais-je pu être si aveugle au monstre avec qui je partageais ma vie? J'ai pensé à nos premières années, quand l'amour semblait réel et les possibilités infinies. Gérard était différent alors, attentif, gentil, plein de rêves sur la vie que nous allions construire ensemble. Nous avions économisé sou après sou pour acheter ce petit appartement, fait des petits boulots pour joindre les deux bouts, nous étions soutenus l'un l'autre contre vents et marées. Du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, allongé dans le noir avec le poids de sa trahison m'écrasant la poitrine, j'ai réalisé que je vivais un mensonge depuis des décennies. Les signes étaient bêtes là, j'avais juste été trop fidèle, trop confiante pour les voir. La façon dont il m'avait poussé à transférer l'héritage de mon frère sur des comptes joints, son intérêt soudain pour mes routines quotidiennes après des années à les ignorer, le contrat d'assurance-vie qu'il avait insisté pour que nous mettions à jour le mois dernier, doublant ma couverture tout en réduisant la sienne. Les questions désinvoltes pour savoir si j'avais parlé à quelqu'un de mes promenades matinales au parc. Tout prenait un sens horrible maintenant. Mais que pouvais-je faire? Qui croirait une femme de 73 ans affirmant que son mari prévoyait de l'assassiner? Même si j'allais à la police, ce serait ma parole contre la sienne. Je n'avais aucune preuve. Aucun enregistrement, rien que la conversation terrifiante que j'avais surprise par accident. Auriez-vous su quoi faire? Avez-vous déjà découvert quelque chose de si dévastateur sur un être cher, que cela a changé tout ce que vous pensiez savoir de votre vie? Le lendemain matin, Gérard agissait de manière parfaitement normale. Il a préparé son café, lu son journal, s'est plaint du temps, tout en planifiant ma mort pour le mardi suivant. Le décalage était surréaliste. Comme vivre dans un cauchemar où tout le monde était somnambule. J'ai suivi les mouvements de notre routine matinale, mais à l'intérieur, j'essayais frénétiquement de trouver une solution. Je ne pouvais pas le confronter directement, et s'il avançait son calendrier, et s'il décidait que mardi était trop loin. Au fil des ans, j'avais tout sacrifié pour ce mariage, pour cette famille. Quand Gérard a perdu son emploi dans le bâtiment il y a 15 ans, j'ai pris du travail supplémentaire comme couturière, mes doigts saignant des piqûres d'aiguilles, alors que je travaillais tard dans la nuit pour payer nos factures. Quand sa mère était mourante, je l'ai soignée chez nous pendant 2 ans, abandonnant ma vie sociale, mes passe-temps, mon identité pour m'occuper d'une femme qui n'avait jamais caché son mépris pour moi. J'avais pardonné l'alcoolisme de Gérard, son addiction au jeu, son tempérament explosif. Quand il avait eu une liaison avec sa secrétaire dans les années 80, j'avais ravalé ma fierté et travaillé à reconstruire notre mariage, parce que je croyais que c'était ce que faisaient les bonnes épouses. J'avais cosigné des prêts qu'il ne pouvait pas rembourser, puisé dans mes économies pour couvrir ses dettes, et regardé mes propres rêves s'évaporer pendant que je soutenais les siens. À travers tout cela,
Je m'étais dit que c'était de l'amour, que le mariage signifiait sacrifice, qu'une femme de mon âge avait de la chance d'avoir un mari, quel qu'il soit, mais un meurtre. Cela dépassait une ligne que je n'aurais jamais imaginé exister. Je me souviens des débuts de notre relation, quand Gérard travaillait sur les docks du Havre et que j'étais secrétaire dans un petit cabinet comptable à Paris. Il venait me chercher après le travail et nous nous promenions le long de la Seine, parlant de tout et de rien. Il m'apportait des fleurs, des marguerites du fleuriste du coin, et me disait que j'étais la plus belle femme du monde. « Hélène, » disait-il, en me prenant la main alors que nous regardions le coucher de soleil peindre l'eau d'or, « je vais te donner tout ce que tu mérites. Une maison avec un jardin, des enfants qui t'adorent, une vie pleine d'amour et de rire. » Certaines promesses, il les avait tenues. Nous avions eu 3 enfants, Michel, Sophie et Daniel. La maison ne s'était jamais matérialisée, mais cet appartement avait été notre foyer. Mais l'amour et les rires? Ils étaient morts si progressivement que je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que de lointains souvenirs. Maintenant, assise à notre table de cuisine, faisant semblant de lire le journal pendant que Gérard prenait sa douche, j'ai réalisé à quel point il m'avait systématiquement isolée de la joie. Quand avais-je arrêté de rire? Quand avais-je cessé d'insister sur mon propre bonheur? Mon club de lecture, une chose que j'avais supplié de rejoindre pendant des années, était devenu une bataille mensuelle. Gérard boudait et se plaignait chaque fois que je voulais y assister, me faisant sentir coupable d'avoir des intérêts en dehors de notre mariage. Mes promenades du mardi matin avaient commencé comme une rééducation après ma prothèse de hanche, mais elles étaient devenues mon seul moment de paix dans une routine autrement suffocante. Et maintenant, il voulait utiliser même cette petite liberté pour me tuer. L'appel téléphonique que j'avais surpris révélait plus qu'un simple complot de meurtre. Il exposait la profondeur du mépris de Gérard pour moi, son manque total de respect pour la femme qui lui avait consacré sa vie. Cette idiote, m'avait-il appelé? Après 5 décennies de mariage, c'est ainsi qu'il me voyait. Mais je n'étais pas idiote. Naïve, peut-être. Confiante à l'excès, certainement, mais pas idiote. Et j'étais sur le point de le prouver. Cet après-midi-là, pendant que Gérard était à sa partie de poker hebdomadaire, une autre routine devenue suspecte à la lumière de ce que je savais maintenant, je suis allée à la médiathèque du quartier. Mes mains tremblaient alors que je m'approchais de la bibliothécaire, une femme au visage bienveillant, de l'âge de ma fille. « J'ai besoin d'utiliser un ordinateur », ai-je dit, ma voix à peine un murmure. « Bien sûr, ma petite dame. »« Vous avez besoin d'aide pour commencer ?» J'ai failli rire. « De l'aide ?» J'avais aidé les autres toute ma vie. Il était peut-être temps de m'aider moi-même. J'ai passé 2 heures à rechercher tout ce que je pouvais sur les tueurs à gages, les meurtres sur contrat, et les preuves nécessaires pour prouver une telle conspiration. J'ai appris des choses sur les virements bancaires, l'informatique légale et les programmes de protection des témoins. J'ai imprimé des articles sur des femmes qui avaient découvert des complots contre leur vie et comment elles avaient survécu. Mais surtout, j'ai appris l'existence d'un petit appareil appelé enregistreur numérique qui pouvait capturer des conversations à des distances importantes. 29 € au Darty du boulevard de Belleville. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Ce soir-là, Gérard semblait inhabituellement affectueux. Il a complimenté mon bœuf bourguignon, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée, écoutant réellement mes réponses au lieu d'attendre son tour pour parler. Il a même suggéré que nous regardions un film romantique ensemble, ce que nous n'avions pas fait depuis notre anniversaire il y a 3 ans. La performance était presque convaincante. Si je n'avais pas entendu sa conversation avec Simon, j'aurais pu croire que ce charme soudain était sincère. Au lieu de cela, ça me donnait la chair de poule. C'est ainsi qu'il prévoyait de passer nos derniers jours ensemble, en jouant le mari aimant tout en comptant secrètement les jours jusqu'à mon meurtre. « Tu sembles silencieuse ce soir, Hélène », a-t-il dit pendant le dîner, ses yeux étudiant mon visage avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. Je réfléchis, c'est tout, ai-je répondu, coupant ma viande en petits morceaux pour donner à mes mains quelque chose à faire. À quoi? Au fait que tu prévois de m'assassiner? J'avais envie de crier. Au lieu de cela, j'ai haussé les épaules. Je vieillis, je suppose.
Je me demande ce que l'avenir nous réserve. Il a tendu la main sur la table et a tapoté la mienne. Ne t'inquiète pas pour l'avenir, ma chérie. Tout va très bien se passer. La cruauté désinvolte de ces mots, sachant ce qu'il voulait vraiment dire, a presque brisé mon sang-froid. Mais j'ai tenu bon. J'ai souri faiblement et j'ai fini mon dîner comme une bonne épouse. Après qu'il soit allé se coucher, je me suis assise dans notre salon, les lumières éteintes, à regarder les lumières de la ville et à essayer de donner un sens à ma vie. 51 ans avec un homme qui me voyait comme un simple obstacle à la richesse. Comment avais-je pu me tromper à ce point sur tout? J'ai pensé à mes enfants, tous adultes maintenant avec leur propre famille. Michel vivait en banlieue parisienne avec sa femme Jeanne et leurs jumeaux. Sophie avait déménagé à Lyon après ses études et ne venait que rarement. Daniel, notre plus jeune, était en poste en Allemagne avec l'armée, à des mondes de ce cauchemar. Me pleurerait-il si le plan de Gérard réussissait? Ou accepterait-il simplement sa version des faits, que leur mère maladroite et vieillissante était accidentellement tombée dans la Seine lors de sa promenade matinale? L'héritage qui avait fait de moi une cible venait de mon frère Thomas, qui avait sagement investi dans des actions technologiques et des crypto-monnaies avant sa mort. 2 300 000 € que j'avais naïvement partagés avec Gérard, pensant que c'était notre argent maintenant, notre sécurité pour nos vieux jours. Au lieu de cela, il avait peint une cible dans mon dos. Mais Thomas avait été plus intelligent que pour de simples investissements. Il avait structuré l'héritage avec des dispositions spécifiques que Gérard ignorait. L'argent ne pouvait être débloqué qu'avec ma signature, mon empreinte digitale, ma présence physique à la banque. Si je mourais, il ne serait pas automatiquement transféré à Gérard en tant que bien commun. Il irait à mes enfants, ce qui signifiait que le plan de Gérard ne ferait pas seulement de lui un meurtrier, il ferait de lui un meurtrier pauvre. L'ironie était presque drôle. Presque. Le vendredi, j'avais élaboré ce que j'espérais être un plan crédible. J'avais commencé à interroger Gérard sur ses activités, mentionnant nonchalamment que j'avais remarqué qu'il recevait plus d'appels téléphoniques ces derniers temps. Je lui ai dit que j'envisageais de changer mon itinéraire de marche parce que j'avais entendu parler d'une agression près de la Seine. J'observais attentivement son visage pendant ces conversations, cherchant des signes, des indices de panique ou de frustration. Gérard avait toujours été un piètre menteur pour les petites choses. Oublier d'acheter du lait, prétendre qu'il avait réparé un robinet qui fuyait alors qu'il n'avait rien fait. Mais pour quelque chose d'aussi énorme, d'aussi calculé, il était étonnamment calme. Sauf ses yeux. Ses yeux ne cessèrent de se porter sur le calendrier accroché au réfrigérateur, sur la date du mardi, encerclé en rouge, le jour où j'étais censé mourir. Samedi matin, j'ai pris une décision qui me terrifiait. J'allais enregistrer la prochaine conversation de Gérard avec Simon. Si je pouvais le capturer en train de confirmer le complot de meurtre, j'aurais une preuve. Un élément tangible. Quelque chose que la police ne pourrait pas ignorer. J'ai caché l'enregistreur numérique sous le coussin de son fauteuil samedi soir, en m'assurant qu'il était positionné pour capter clairement les conversations téléphoniques. Puis j'ai attendu. Le dimanche s'est passé sans incident. Gérard a regardé le football, s'est plaint des voisins, a fait une sieste. Comportement normal de week-end pour un homme qui planifie un meurtre. Lundi soir, alors que je préparais le dîner, le téléphone de Gérard a sonné. Mon cœur a bondi dans ma gorge, mais je me suis forcée à paraître absorbée par la découpe des légumes. Je l'ai entendu répondre, je l'ai entendu dire Simon avec cette même voix basse et dangereuse. L'enregistreur fonctionnait. « Tout est prêt pour demain ?» a demandé Gérard, et j'ai dû m'agripper au comptoir pour ne pas m'effondrer. 20 minutes plus tard, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Gérard confirmant l'heure, 6h30 du matin, quand je commençais habituellement ma marche. Simon décrivant la méthode, une poussée par derrière pendant que je regardais l'eau, me maintenant sous l'eau jusqu'à ce que j'arrête de me débattre. Gérard fournissant des indications détaillées sur mon parcours habituel et promettant de transférer l'argent dès que ma mort serait classée comme accidentelle. Ils ont même discuté de ce que Gérard dirait au premier policier sur les lieux, que sa chère épouse luttait contre la dépression depuis la mort de son frère, qu'elle marchait de plus en plus près du bord de l'eau chaque matin, qu'il s'était inquiété mais n'avait pas voulu lui enlever sa seule source d'exercice et d'air frais. Une histoire parfaite, répétée et crédible.
Quand Gérard a raccroché et s'est dirigé vers la salle de bain, j'ai récupéré l'enregistreur avec des mains tremblantes. Le petit appareil contenait suffisamment de preuves pour envoyer les deux hommes en prison pour le reste de leur vie. Mais que devais-je en faire? Cette nuit-là, j'étais allongée dans mon lit, écoutant la respiration de Gérard et luttant avec les possibilités. Je pouvais aller à la police, mais agirait-il assez vite? Nous étions déjà lundi soir, le meurtre était prévu pour mardi matin. Et s'ils ne me croyaient pas? Et s'ils avaient besoin de temps pour vérifier l'enregistrement? Et si Gérard se doutait de quelque chose et changeait ses plans? Je pouvais m'enfuir, mais où irais-je? J'avais 73 ans, de l'arthrite et une mauvaise hanche. Je n'avais pas de famille à proximité, pas d'amis proches en dehors de notre cercle social commun. Gérard contrôlait la plupart de nos finances, et bien que j'aie accès à mon héritage, l'utiliser laisserait une trace numérique qu'il pourrait facilement suivre. Je pouvais confronter Gérard directement, mais cela semblait l'option la plus dangereuse de toutes. S'il savait que j'avais découvert son plan, qu'est-ce qui l'empêcherait de me tuer immédiatement? À 3 heures du matin, j'avais pris ma décision. J'allais laisser Gérard penser que son plan se déroulait normalement, mais j'allais retourner la situation contre lui. À 5h30, mardi matin, je me suis habillée avec mes vêtements de marche comme d'habitude. J'ai quitté notre appartement à 6h15, comme tous les autres mardis depuis 1 an. J'ai marché vers le parc, en suivant mon itinéraire habituel le long de la Seine. Mais je n'étais pas seule. À 5h ce matin-là, j'avais appelé le capitaine Valérie Perrin au commissariat du 20e arrondissement. J'avais expliqué la situation calmement et fait écouter des extraits de l'enregistrement par téléphone. En 30 minutes, le capitaine Perrin et 2 autres officiers étaient à mon appartement. Gérard dormait encore quand la police est arrivée. Ils l'ont réveillé doucement, lui ont demandé de descendre au commissariat pour un interrogatoire concernant une affaire impliquant sa femme. Il y est allé de son plein gré, pensant probablement que j'avais eu un accident pendant ma promenade matinale. Pendant ce temps, j'étais équipée d'un micro et entourée de policiers en civil alors que je me dirigeais vers la scène. Le plan était de laisser Simon m'approcher, de le laisser révéler son intention, puis de l'arrêter en flagrant délit. À 6h30 précises, alors que je me tenais près de la balustrade à regarder l'eau, j'ai entendu des pas derrière moi. Des pas lourds et délibérés qui n'appartenaient à aucun des joggeurs matinaux habituels. « Hélène Dubois ?» a demandé une voix rauque. Je me suis retournée lentement, le cœur battant la chamade, mais la voix assurée. « Oui ?» L'homme était exactement ce à quoi je m'attendais. Grand, mince, portant des vêtements sombres et une casquette de baseball enfoncée sur les yeux. Il ressemblait à un méchant de film, ce qui aurait été drôle dans d'autres circonstances. « Belle matinée pour une promenade », a-t-il dit en se rapprochant. « Oui, en effet », ai-je répondu, jouant mon rôle. « Je viens ici tous les mardis. »« Je sais », a-t-il dit, et c'est là que j'ai vu la lame d'un couteau briller dans sa main droite. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, le capitaine Perrin et son équipe sont sortis de leur cachette. « Police! Jetez votre arme !» Simon a tenté de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. En quelques minutes, il était menotté et on lui lisait ses droits. Le couteau a été mis sous scellé, ainsi que le téléphone prépayé qu'il portait. Quand ils ont fouillé son téléphone, ils ont trouvé des messages avec Gérard confirmant chaque détail du complot de meurtre. Heure, lieu, modalité de paiement, même la promesse de Gérard de fournir des alibis et de jouer le rôle du veuf éploré. La trahison était complète, indéniable et documentée. Gérard a été arrêté au commissariat où il répondait à des questions de routine sur ma disparition. Les enquêteurs m'ont dit qu'il avait semblé vraiment inquiet, demandant à plusieurs reprises si on m'avait retrouvé, s'il y avait des pistes sur ce qui aurait pu m'arriver. Il était meilleur acteur que je ne le pensais. Les arrestations ont fait la une des journaux locaux. Une femme de Belleville déjoue un complot de meurtre, titrait Le Parisien. L'histoire a été reprise par BFM Paris et a finalement atteint les journaux télévisés nationaux. Pendant un bref instant, j'étais célèbre, l'épouse âgée qui avait déjoué le tueur à gages de son mari. Mais la célébrité n'était pas ce que je voulais. Je voulais des réponses. Je voulais comprendre comment mon mariage était devenu si empoisonné que le meurtre semblait une solution raisonnable au problème de Gérard. Pendant l'enquête,
J'ai appris des choses sur mon mari qui ont brisé chaque morceau de confiance qu'il me restait. Les dettes de jeu étaient pires que je ne le savais. Il devait de l'argent à des gens dangereux qui le pressèrent depuis des mois. La liaison avec sa secrétaire n'avait pas été sa seule infidélité. Il y en avait eu d'autres, y compris une relation qui durait depuis plus d'une décennie. Le plus dévastateur de tout, j'ai découvert que Gérard m'empoisonnait lentement avec de petites quantités d'antigel mélangées à mon thé du soir. Pas assez pour me tuer rapidement, mais assez pour me rendre malade, confuse et plus dépendante de lui. Les symptômes que j'avais attribués au vieillissement, la fatigue, les problèmes de mémoire, les troubles digestifs, avaient été délibérément provoqués. Le complot de meurtre n'était pas une décision soudaine née du désespoir. C'était l'aboutissement d'années d'abus systématiques conçus pour m'isoler, m'affaiblir et finalement m'éliminer. Comment avais-je pu être si aveugle à tout cela? Comment l'amour avait-il pu me rendre si vulnérable à la manipulation? J'y pense maintenant, assise dans mon nouvel appartement à Paris, un espace lumineux et aéré que j'ai choisi entièrement pour moi. Après l'arrestation de Gérard, j'ai vendu notre appartement de Belleville et utilisé une partie de mon héritage pour recommencer ailleurs, où il ne pourrait pas me trouver, en supposant qu'il sorte un jour de prison. Le procureur m'a dit que Gérard avait écopé d'une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Simon a pris 30 ans pour tentative de meurtre et participation à l'association de malfaiteurs. À l'âge de Gérard, 75 ans, il est peu probable qu'il soit un jour libéré. Il mourra en prison, ce qui ressemble à la justice, mais ne guérit pas les blessures qu'il a infligées. Les réactions de mes enfants ont été compliquées. Michel était anéanti, affirmant qu'il n'avait jamais soupçonné son père d'être capable d'une telle violence. Sophie était en colère, contre Gérard pour sa trahison, mais aussi contre moi pour ce qu'elle considérait comme mon rôle dans sa complaisance face à son comportement au fil des ans. Daniel est rentré d'Allemagne pour me soutenir pendant le procès, mais même lui a eu du mal à concilier le père qu'il avait connu avec le monstre qui avait tenté de me faire tuer. « Pourquoi ne nous as-tu jamais dit à quel point ça n'allait pas ?» m'avait demandé Sophie lors d'une réunion de famille particulièrement difficile. La question m'a hantée parce que je n'avais pas de bonne réponse. Pourquoi avais-je protégé la réputation de Gérard si longtemps? Pourquoi avais-je trouvé des excuses à son comportement, caché ses échecs, prétendu que notre mariage était quelque chose qu'il n'était pas? Peut-être était-ce générationnel. Les femmes de mon époque apprenaient que le mariage était pour la vie, que se plaindre de son mari était inconvenant, que le travail d'une femme était de faire paraître son homme sous son meilleur jour, quoi qu'il arrive. Peut-être était-ce la peur d'être seule, de l'instabilité financière, d'admettre que j'avais gâché 51 ans de ma vie. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus simple et de plus humain, l'espoir désespéré que l'amour pouvait tout arranger, que l'homme que j'avais épousé était toujours là quelque part, attendant de refaire surface si seulement je faisais assez d'efforts. Je me trompais là-dessus, mais j'ai appris à ne pas avoir honte d'avoir espéré. L'espoir n'est pas une faiblesse. Agir sur un faux espoir quand les preuves démontrent le contraire l'est peut-être, mais la capacité d'espérer signifie la capacité de guérir. Et je suis en train de guérir. Mon nouvel appartement donne sur le parc des Buttes-Chaumont et je peux voir le lac depuis la fenêtre de mon salon. Chaque matin, je me prépare un café crème, comme je l'aime, au lieu de la manière que Gérard préférait, et je regarde les joggeurs faire le tour de l'eau. C'est paisible d'une manière que ma vie n'avait pas été depuis des décennies. J'ai rejoint un autre club de lecture qui se réunit dans un café chaleureux du quartier. Nous lisons actuellement Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et les discussions sur l'amour, l'ambition et la survie me semblent particulièrement pertinentes dans ma nouvelle réalité. Ces femmes, la plupart de mon âge, ne me jugent pas d'être restées si longtemps dans un mariage abusif. Plusieurs ont des histoires similaires de découverte des vies cachées de leur mari sur le tard. Martine, mon ancienne voisine de Belleville, me rend visite toutes les quelques semaines. C'est elle qui m'a encouragée à faire confiance à mon instinct concernant le comportement de Gérard, qui m'a aidée à chercher des détectives privés et des avocats spécialisés en divorce avant que je ne découvre le complot de meurtre. Elle est devenue l'une de mes amies les plus proches, et nos conversations sur la résilience et la réinvention m'ont aidé à comprendre que recommencer à 73 ans n'est pas pathétique, c'est courageux.
J'ai aussi commencé à voir une thérapeute, le docteur Anne Dubois, qui est spécialisée dans l'aide aux personnes âgées pour surmonter les traumatismes et reconstruire leur estime de soi. Nos séances m'ont aidé à comprendre l'érosion progressive des limites qui a rendu possible les abus de Gérard. Et plus important encore, comment reconstruire ces limites pour l'avenir. Vous avez survécu ? M'a rappelé le docteur Dubois lors d'une séance particulièrement difficile où je me reprochais d'avoir été assez stupide pour ne pas voir les signes. Non seulement vous avez survécu, mais vous vous êtes défendu. Vous avez recueilli des preuves, contacté la police, vous avez sauvé votre propre vie. Ce n'est pas le comportement d'une femme stupide ou faible. Elle a raison, mais certains jours, il est difficile de s'en souvenir. Certains jours, la honte d'avoir été trompée si longtemps submerge la fierté que je devrais ressentir d'avoir échappé. L'enquête financière a révélé que Gérard détournait de l'argent de nos comptes joints depuis des années, finançant son jeu et ses autres relations pendant que je vivais frugalement pour boucler notre budget. Les investissements en Bitcoin et en actions de l'héritage de mon frère n'avaient pas été touchés uniquement parce que Gérard ne pouvait pas y accéder sans ma présence physique à la banque. Ironiquement, sa tentative de me tuer pour cet argent l'a conduit à tout perdre. Les tribunaux ont gelé tous les biens matrimoniaux en attendant la procédure pénale, et comme Gérard a été reconnu coupable d'avoir tenté de me tuer pour un gain financier, tout m'a été attribué dans le règlement du divorce. L'appartement de Belleville, sa pension, même le petit compte d'épargne dont j'ignorais l'existence, tout est devenu mien. Mais l'argent ne peut pas guérir les blessures les plus profondes. Il ne peut pas restaurer les décennies que j'ai passées à marcher sur des œufs, ne peut pas me rendre les rêves que j'ai abandonnés pour soutenir un homme qui me voyait comme un obstacle à surmonter, plutôt qu'une partenaire à chérir. Ce qu'il peut faire, c'est offrir la sécurité et la liberté de reconstruire. Et c'est exactement ce que je fais. 6 mois après la condamnation de Gérard, j'ai pris mes premières vacances depuis plus de 20 ans. Je me suis envolée pour l'Irlande, un voyage que je voulais faire depuis ma jeunesse, mais que Gérard avait toujours rejeté comme une perte d'argent. J'ai passé 2 semaines à explorer Dublin, à embrasser la pierre de Blarney, à écouter de la musique traditionnelle dans des pubs chaleureux et à m'émerveiller devant des paysages si verts qu'ils semblaient peints par des fées. J'ai voyagé seule, mais je ne me sentais pas seule. Pour la première fois depuis des décennies, la solitude ressemblait à un choix plutôt qu'à un abandon. Je pouvais manger quand je voulais, dormir aussi tard que je le souhaitais, passer des heures dans les musées sans que personne ne soupire d'impatience ou ne regarde sa montre. Je pouvais engager la conversation avec des inconnus sans m'inquiéter de la désapprobation de Gérard ou de ses interventions embarrassantes. Lors de ma dernière soirée à Dublin, je me suis assise dans un restaurant surplombant la rivière Liffey et j'ai levé un verre de vin à ma santé. À Hélène, ai-je murmuré, qui a survécu et apprend à s'épanouir. Les autres clients ont probablement pensé que je parlais à quelqu'un au téléphone, mais j'avais une conversation qui aurait dû avoir lieu il y a 50 ans, reconnaissant ma propre valeur, célébrant mon propre courage, me pardonnant les erreurs qui m'avaient amené à ce point. À mon retour à Paris, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai commencé à fréquenter des hommes. Pas sérieusement et sans aucune intention de me remarier. Mais j'ai rejoint un club de célibataires seniors qui se réunit tous les mois pour des dîners et des événements culturels. Je suis allée à l'opéra avec un professeur à la retraite nommé François. J'ai partagé un thé l'après-midi avec un veuf nommé Georges, qui me fait rire aux larmes. Et j'ai fait de longues promenades dans le parc des Buttes-Chaumont avec Marie, une femme dont le mari l'a quittée pour une plus jeune après 43 ans de mariage. Ces relations, des amitiés en réalité, m'ont montré à quoi ressemblent des interactions saines. Le respect mutuel, un intérêt sincère pour les pensées et les expériences de l'autre, la gentillesse sans condition, une décence humaine élémentaire que j'avais oublié être le fondement de toute relation. Est-ce que le mariage me manque? Parfois. Il me manque d'avoir quelqu'un avec qui partager les observations quotidiennes, quelqu'un pour aider aux tâches ménagères, quelqu'un avec qui s'asseoir pendant les films. Mais le mariage spécifique que j'avais avec Gérard ne me manque pas. La tension constante, la marche sur des œufs, l'érosion progressive de ma propre identité ne me manquent pas. Et je ne regrette certainement pas de vivre dans la peur. Michel me rend visite plus souvent maintenant, amenant parfois ses fils, mes petits-fils,
pour des aventures de week-end dans la ville. Nous allons dans les musées, nous voyons des spectacles, nous explorons des quartiers que je n'avais jamais eu la liberté de visiter quand Gérard contrôlait notre emploi du temps. Les garçons ont 13 ans maintenant, assez grands pour comprendre que leur grand-père a fait quelque chose de terrible à leur grand-mère, mais assez jeunes pour me voir encore comme une source de réconfort et d'amusement plutôt qu'une victime à plaindre. « Mamie Hélène », m'a dit mon petit-fils Jacques lors de notre dernière visite au Muséum d'histoire naturelle, « tu es différente maintenant, plus heureuse. » Il avait raison. Malgré tout, la trahison, le traumatisme, l'humiliation publique d'avoir mes problèmes de couple étalés dans les journaux locaux, je suis plus heureuse. Non pas parce que je suis contente que Gérard ait essayé de me tuer, mais parce que survivre à sa tentative m'a forcée à affronter des vérités que j'évitais depuis des décennies. J'étais malheureuse dans mon mariage bien avant de découvrir le complot de meurtre. Je disparaissais lentement, perdant des morceaux de moi-même année après année, jusqu'à ce que je reconnaisse à peine la femme dans le miroir. La violence de Gérard était le point final extrême d'une relation qui me détruisait progressivement depuis des années. Le complot de meurtre était horrible, mais il a aussi été clarificateur. Il m'a forcé à choisir entre continuer à tolérer les abus ou enfin me sauver. Je me suis choisie, et ce choix a mené à une liberté que j'avais oublié être possible. Sophie et moi reconstruisons toujours notre relation. Elle est blessée que je ne me sois pas confiée à elle sur le comportement de Gérard, et je comprends sa colère. Mais elle commence aussi à comprendre les dynamiques complexes qui piègent les femmes dans de mauvais mariages. La honte, la peur, l'érosion progressive de la confiance qui rend l'évasion impossible. « J'aurais aimé que tu me fasses assez confiance pour demander de l'aide », m'a-t-elle dit lors de notre dernier appel téléphonique. « J'aurais aimé me faire assez confiance pour reconnaître que j'avais besoin d'aide », ai-je répondu. Cette conversation a marqué un tournant dans notre relation. Au lieu de nous concentrer sur le blâme et le regret, nous avons commencé à parler de guérison et d'aller de l'avant. Sophie a aussi commencé une thérapie pour gérer ses propres sentiments d'avoir été manipulée par l'image publique de Gérard pendant que sa mère souffrait en privé. Daniel écrit régulièrement d'Allemagne, où il a été promu à un poste qui lui permettra de rentrer en France l'année prochaine. Ses lettres sont pleines de fierté pour la façon dont j'ai géré la crise et d'excitation à l'idée de passer plus de temps ensemble à son retour. De tous mes enfants, il semble avoir digéré la trahison de Gérard avec le moins de culpabilité ou de confusion personnelle. « Tu as toujours été plus forte que papa ne le pensait », a-t-il écrit dans sa dernière lettre. « Je suis content que tu aies enfin eu la chance de te le prouver à toi-même. La guérison n'est pas linéaire. Certains matins, je me réveille en me sentant forte et reconnaissante pour ma nouvelle vie. D'autres matins, je suis submergée par le chagrin pour le mariage que je pensais avoir, la colère pour les années que j'ai perdues à cause de la manipulation de Gérard, ou la peur de vieillir seule. Mais même les jours difficiles sont différents maintenant. La tristesse semble saine, comme faire le deuil de quelque chose de réel plutôt que de s'accrocher à une illusion. La colère semble productive, me motivant à construire de meilleures limites et à faire des choix plus sains plutôt que de se transformer en auto-accusation. Et la peur? La peur est gérable parce que je me suis prouvé que je pouvais gérer tout ce qui allait arriver. J'ai survécu à des décennies d'abus émotionnels, découvert un complot de meurtre, rassemblé des preuves, coordonné avec la police, témoigné au tribunal et reconstruit ma vie à partir de zéro, à un âge où la plupart des gens pensent que leurs histoires sont déjà écrites. Si je peux faire tout ça, je peux gérer les défis que le vieillissement pourrait apporter. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un foyer pour femmes victimes de violences conjugales, partageant mon histoire avec des femmes qui pensent qu'il est trop tard pour partir, trop dangereux d'essayer, trop compliqué de recommencer. Beaucoup d'entre elles sont beaucoup plus jeunes que moi, mais l'âge ne protège personne des abus. Il ne fait que rendre les obstacles au départ plus élevés. Vous devez comprendre, leur dis-je, quitter un agresseur, ce n'est pas seulement avoir un autre endroit où aller. C'est se souvenir de qui vous étiez avant qu'il ne vous convainque que vous n'étiez rien sans lui. Ces conversations m'ont autant appris qu'elles ont, je l'espère, aidé les femmes que j'essaie de soutenir. Elles m'ont rappelé que la survie, ce n'est pas seulement échapper au danger, c'est reconquérir la joie, redécouvrir la créativité, reconstruire des liens avec des gens qui vous apprécient pour qui vous êtes, plutôt que pour ce que vous pouvez leur apporter.
J'apprends encore ces leçons. À 74 ans, je réapprends à prendre des décisions basées sur mes propres préférences plutôt que sur l'approbation de quelqu'un d'autre. Je redécouvre des centres d'intérêt que j'avais abandonnés il y a des décennies. La peinture, le jardinage, cuisiner pour le plaisir plutôt que par obligation. Le mois dernier, je me suis inscrite à un cours d'aquarelle au centre culturel local. Je n'avais pas peint depuis le lycée, quand l'art semblait un luxe peu pratique que je ne pouvais pas me permettre de poursuivre. Maintenant, avec la sécurité financière et personne à qui rendre de compte, sauf à moi-même, je peux me permettre de poursuivre tout ce qui m'apporte de la joie. Ma première peinture était terrible, un paysage de guingois avec des couleurs boueuses et aucun sens de la perspective. Mais c'était la mienne. J'ai choisi le sujet, mélangé les couleurs, fait chaque coup de pinceau selon ma propre vision, plutôt que les attentes de quelqu'un d'autre. J'ai accroché cette affreuse peinture dans ma chambre, là où je peux la voir chaque matin en me réveillant. Elle me rappelle qu'il vaut mieux être mauvais dans quelque chose de nouveau que d'être bon dans quelque chose qui vous rend malheureux. La professeure, une femme patiente nommée Sylvie, de l'âge de ma fille, a complimenté mon usage audacieux de la couleur et m'a encouragée à continuer d'expérimenter. Certains de mes camarades de classe sont évidemment plus talentueux, mais aucun ne semble apprécier le processus plus que moi. Cette joie, le simple plaisir de faire quelque chose uniquement pour ma propre satisfaction, me semble révolutionnaire après des décennies à mesurer le succès à l'aune de l'approbation des autres. Je pense que Gérard aurait détesté mes peintures. Il aurait critiqué les couleurs comme étant trop vives, rejeté les sujets comme étant irréalistes, remis en question la dépense pour le matériel et les cours. Sa désapprobation aurait lentement érodé ma confiance jusqu'à ce que je me convainque que la peinture était en effet une perte de temps et d'argent stupide. Mais l'opinion de Gérard n'a plus d'importance. Il purge sa peine, et je me sers moi-même. Mes intérêts, mes préférences, mon droit à exister et à poursuivre le bonheur sans justifier ses choix à quiconque. Savez-vous ce que ça fait? De faire des choix basés uniquement sur ce qui vous apporte de la joie, plutôt que sur ce qui évite la critique? Si vous n'avez jamais connu cette liberté, j'espère que vous trouverez un moyen de la revendiquer. La vie est trop courte et trop précieuse pour la passer à chercher l'approbation de personnes qui n'apprécieront jamais vraiment qui vous êtes. La procédure judiciaire m'a appris quelque chose d'important sur la justice. Elle n'efface pas ce qui s'est passé, mais elle peut apporter une conclusion et empêcher de futurs préjudices. Gérard mourra probablement en prison, ce qui signifie qu'il n'aura jamais une autre occasion de maltraiter une partenaire. Simon purge sa peine en quartier de haute sécurité, sa carrière de tueur à gages est terminée pour de bon. Mais la vraie justice est plus subtile et plus personnelle. C'est le fait que le plan de Gérard a complètement échoué. Au lieu d'hériter de mon argent, il a tout perdu et a gagné une cellule de prison. Au lieu de réussir à me faire taire, il m'a donné une histoire qui a aidé d'autres femmes à reconnaître et à échapper à leur propre situation dangereuse. Le procureur m'a dit que mon cas a été cité dans 3 autres enquêtes impliquant des complots de meurtre conjugal. Des femmes qui ont entendu mon histoire se sont manifestées avec leurs propres soupçons sur le comportement de leur mari et la police a pu intervenir avant que ces complots n'atteignent le même stade avancé. Cette connaissance n'efface pas le traumatisme que j'ai vécu, mais elle donne un sens à la douleur. Si partager mon histoire aide d'autres femmes à sauver leur propre vie, alors peut-être que la trahison de Gérard a servi un but qu'il n'a jamais voulu. On m'a demandé de prendre la parole lors de conférences sur la sensibilisation aux violences conjugales, et bien que ces présentations soient émotionnellement difficiles, elles ont aussi été étonnamment curatives. Me tenir devant des auditoires, policiers, travailleurs sociaux, avocats, autres survivants, et raconter mon histoire avec mes propres mots m'a aidé à me réapproprier mon récit. Pendant 51 ans, Gérard a contrôlé la façon dont les autres me voyaient, comment je me voyais, quelles histoires étaient racontées sur notre mariage et mon caractère. Il m'a dépeinte comme étant acariâtre, exigeante, instable, quelqu'un dont la mort serait plus un soulagement qu'une perte. Ces mensonges sont devenus une partie de mon monologue intérieur, façonnant la façon dont je comprenais ma propre valeur. Mais maintenant, je raconte ma propre histoire. Je décris ma survie, mon courage, ma décision de me battre quand se battre semblait impossible.
Je contrôle le récit, et ce contrôle a été profondément valorisant. Ma thérapeute dit que la guérison d'un traumatisme ne consiste pas à oublier ce qui s'est passé ou même à pardonner à la personne qui a causé le tort. Il s'agit d'intégrer l'expérience dans l'histoire de sa vie d'une manière qui ne vous définit ni ne vous limite pour l'avenir. Gérard a essayé de me tuer, mais il n'a pas réussi. Cet échec ne signifie pas seulement que je suis physiquement en vie, il signifie que l'histoire peut continuer et que je peux écrire les chapitres restants selon mes propres valeurs et désirs plutôt que sa manipulation et son contrôle. La femme qui a été mariée à Gérard Dubois pendant 51 ans disparaissait lentement, son identité érodée par la critique et le contrôle constant. La femme qui a survécu au complot de meurtre de Gérard Dubois est plus forte, plus lucide, plus authentiquement elle-même qu'elle ne l'a été depuis des décennies. Les deux femmes sont moi, mais je sais laquelle je préfère être. L'hiver arrive à Paris, et j'ai hâte de vivre la saison selon mes propres termes pour la première fois en plus de 50 ans. Gérard détestait le froid et insistait toujours pour que notre appartement soit si chauffé que je me sentais étouffée. Il se plaignait constamment des factures de chauffage, de la neige, de l'inconvénient des vêtements d'hiver. Cette année, je vais garder mon appartement à une température confortable, acheter un beau manteau d'hiver que je choisirai pour le style plutôt que pour le côté pratique, et faire de longues promenades dans le parc des Buttes-Chaumont quand il neigera. Je pourrais même aller faire du patin à glace à la patinoire de l'hôtel de ville, quelque chose que je n'ai pas fait depuis mon adolescence. Cela peut sembler être de petites libertés, mais elles me paraissent énormes. Le droit d'être à l'aise dans ma propre maison. Le droit de trouver de la beauté dans les phénomènes météorologiques. Le droit de faire des choses qui m'apportent de la joie, même si elles sont peu pratiques ou inappropriées pour mon âge selon les normes des autres. Gérard aurait qualifié ses désirs d'égoïstes, de gaspillage, de recherche d'attention. Il les aurait fait paraître déraisonnables par sa désapprobation constante. Mais la voix de Gérard n'est plus la plus forte dans ma tête, et j'apprends à faire confiance à mon propre jugement sur ce qui rend la vie digne d'être vécue. Mon club de lecture lit Une éducation de Tara Westover ce mois-ci, et l'histoire d'une femme échappant à une dynamique familiale de contrôle a profondément résonné en nous toutes. Lors de notre dernière discussion, Marthe, une femme dont le mari avait contrôlé leurs finances pendant 47 ans, a observé que l'éducation ne se limite pas à la scolarité formelle. Parfois, a-t-elle dit, l'éducation signifie apprendre que vous méritez un meilleur traitement que celui que vous avez reçu. Parfois, cela signifie découvrir que l'histoire qu'on vous a racontée sur vous-même n'est pas vraie. Ces mots sont restés avec moi car ils capturent quelque chose d'essentiel sur mon propre parcours. J'ai passé des décennies à être éduquée dans la version de la réalité de Gérard. Que j'étais difficile, déraisonnable, chanceuse d'être mariée. Désapprendre ces leçons a été aussi important que d'en apprendre de nouvelles sur l'estime de soi et les relations saines. Les femmes du club de lecture sont devenues certaines de mes amies les plus proches, liées non seulement par des intérêts de lecture partagés, mais par l'expérience commune de la reconstruction de l'identité plus tard dans la vie. Plusieurs d'entre nous sont divorcées ou veuves. Nous apprenons toutes à naviguer dans un monde qui traite souvent les femmes âgées comme invisibles ou sans importance. Mais nous nous voyons clairement. Nous valorisons les idées des unes et des autres. Nous célébrons la croissance et les aventures de chacune. Ces amitiés m'ont montré ce qui me manquait pendant toutes ces années où ma vie sociale tournait autour des préférences et de l'approbation de Gérard. Avez-vous des gens dans votre vie qui voient et apprécient vraiment qui vous êtes? Avez-vous des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou l'habitude? Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à les chercher. Il n'est jamais trop tard pour construire des liens authentiques avec des gens qui célèbrent plutôt que de tolérer votre moi authentique. Alors que je termine d'écrire cette histoire, assise près de ma fenêtre avec une tasse de café et regardant la neige commencer à tomber sur le parc, je suis frappée par la différence de ma vie par rapport à il y a un an. Même ville, même saison, réalité complètement différente. Il y a un an, j'étais piégée dans un mariage qui me tuait lentement, vivant avec un homme qui planifiait littéralement ma mort. Je me sentais impuissante, invisible, honteuse de désirs et de rêves que j'avais appris à réprimer. Je mesurais ma valeur à ma capacité à éviter les critiques de Gérard plutôt qu'à mes propres accomplissements ou à mon bonheur.
Aujourd'hui, je suis libre. Non seulement légalement libre d'un mariage avec un meurtrier en puissance, mais émotionnellement libre de poursuivre des intérêts, des relations et des expériences qui correspondent à mon moi authentique. Je suis visible aux yeux d'amis qui apprécient mes opinions, confiante en ma capacité à prendre de bonnes décisions, fière du courage dont j'ai fait preuve en reconstruisant ma vie. La transformation n'a pas été facile ni linéaire, mais elle a valu chaque moment difficile. Je ne choisirai pas de revivre la trahison de Gérard, mais je suis reconnaissante de la clarté qu'elle m'a apportée sur ce que j'étais et n'étais pas prête à accepter dans ma vie. Plus important encore, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 74 ans, je pensais que mon histoire était essentiellement terminée, que j'avais fait mes choix et que je vivrais avec les conséquences jusqu'à la mort. Le complot de meurtre de Gérard m'a forcé à affronter la réalité que la mort pourrait arriver plus tôt que prévu, mais il m'a aussi rappelé que la vie se déroule encore maintenant et que j'ai le pouvoir de décider comment je passe le temps qu'il me reste. Je refuse de passer ce temps à m'effacer pour accommoder l'ego de quelqu'un d'autre. Je refuse de m'excuser d'exister, d'avoir des préférences, de poursuivre le bonheur, même si c'est gênant pour les autres. Je refuse d'accepter un traitement qui ne reflète pas ma valeur en tant qu'être humain méritant respect et gentillesse. Ce ne sont pas des positions radicales, mais elles m'ont semblé révolutionnaires après des décennies de conditionnement qui m'ont appris à prioriser le confort de tout le monde avant mon propre bien-être. Apprendre à me prioriser a été un processus continu de désapprentissage d'anciens schémas et de pratiques de nouveaux. Certains jours, je me surprends encore à m'excuser pour des choses qui ne nécessitent pas d'excuses, ou à considérer la réaction potentielle de quelqu'un d'autre avant d'exprimer ma propre opinion. Mais ces moments deviennent moins fréquents, et je m'améliore pour corriger le tir quand je les remarque. La guérison est un processus actif, pas une destination. Je passerai probablement le reste de ma vie à apprendre à faire entièrement confiance à mon propre jugement, à fixer des limites saines, à choisir des relations qui améliorent plutôt qu'elles ne diminuent mon estime de soi. Mais ce travail me semble porteur de sens d'une manière que mon ancienne vie de complaisance et de recherche d'approbation ne l'a jamais été. Si vous lisez cette histoire et que vous reconnaissez des éléments de votre propre expérience, l'érosion progressive de l'identité, le sentiment de marcher sur des œufs, l'impression de ne pas vivre votre propre vie, sachez qu'il n'est pas trop tard pour faire des choix différents. Vous méritez des relations qui célèbrent qui vous êtes plutôt que d'essayer de vous changer en la version préférée de quelqu'un d'autre. Vous méritez d'exister, d'avoir des préférences qui comptent, de poursuivre des intérêts et des activités uniquement parce qu'ils vous apportent de la joie. Vous méritez d'être traité avec une décence et un respect élémentaire. Et si les gens dans votre vie ne peuvent pas vous l'offrir, vous méritez de meilleures personnes. Je sais à quel point il peut être effrayant d'envisager des changements majeurs, surtout plus tard dans la vie, quand recommencer semble incroyablement intimidant. Je connais la peur d'être seul, de l'instabilité financière, d'admettre que vous avez investi des années ou des décennies dans des relations ou des situations qui ne servaient pas vos meilleurs intérêts, mais je sais aussi que la peur du changement est souvent pire que la réalité du changement. Je sais aussi que la solitude au sein d'une mauvaise relation est plus douloureuse que la solitude choisie librement. Je sais aussi que l'insécurité financière est moins dommageable pour votre bien-être que les abus émotionnels. Plus important encore, je sais que vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Je le sais parce que j'ai découvert ma propre force à un âge où je me pensais trop vieille et fatiguée pour me battre pour quoi que ce soit. Je le sais parce que j'ai rencontré d'autres femmes qui ont trouvé leur courage dans leur soixantaine, leur quatre-vingtaine, même leur quatre-vingt-dizaine. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. Il n'est jamais trop tard pour exiger un meilleur traitement. Il n'est jamais trop tard pour découvrir qui vous pourriez devenir si vous arrêtez de laisser les limitations des autres définir vos possibilités. Votre histoire n'est pas encore terminée. La mienne ne l'est certainement pas. À 74 ans, je commence tout juste à comprendre de quoi je suis capable quand je ne passe pas toute mon énergie à gérer les humeurs et les attentes de quelqu'un d'autre. Je suis impatiente de découvrir ce qui va suivre, de continuer à écrire des chapitres qui reflètent mes propres valeurs et désirs plutôt que l'agenda de quelqu'un d'autre. Gérard pensait que mon histoire se terminerait dans la Seine par un mardi matin brumeux. Au lieu de cela,
elle se poursuit dans un appartement lumineux avec vue sur un parc parisien, dans des amitiés qui nourrissent ma croissance, dans de nouvelles expériences qui me défient et me ravissent, dans un travail de sensibilisation qui donne un sens à ma survie. Il s'est trompé sur tant de choses, mais surtout il s'est trompé sur moi. Je n'étais pas la femme faible, stupide et jetable qu'il a essayé de me convaincre que j'étais. J'étais une femme forte qui avait été systématiquement sapée, mais qui avait encore le courage de se battre quand se battre faisait la différence entre la vie et la mort. Je suis toujours cette femme forte. Chaque jour, je découvre de nouvelles façons d'honorer et d'exprimer cette force. Et vous? Vous êtes plus forte que vous ne le savez aussi. Quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, les changements que vous devez faire, les rêves que vous avez reportés ou abandonnés, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Vous avez plus de temps que Gérard ne voulait que j'en ai. Vous avez plus d'options que quiconque essaie de vous contrôler ne veut que vous le réalisiez. Utilisez ce pouvoir. Revendiquez ce temps. Explorez ces options. Votre vie vous appartient. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre comme si vous y croyiez. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une situation où les besoins de quelqu'un d'autre éclipsaient constamment les vôtres? Avez-vous déjà découvert quelque chose sur une personne de confiance qui a complètement changé votre compréhension de votre relation avec elle? J'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire compte, et la partager pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver le courage d'écrire sa propre fin heureuse. Si cette vidéo a touché votre cœur ou vous a rappelé quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, veuillez l'aimer et vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous pouvons nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la guérison, l'espoir et le bonheur authentique, plutôt que de rester piégé dans des situations qui ne servent pas notre bien le plus élevé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de m'avoir vu, de m'avoir cru, de célébrer ma survie et ma transformation. Votre attention et votre soutien comptent plus que vous ne l'imaginez. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous, vous êtes digne d'amour, de respect et de joie. Ne laissez personne vous convaincre du contraire.